Maxime, Pierre, je vous propose peut-être de commencer si on veut se maintenir au timing de cette soirée. Alors, bon, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. En tant que président de l'association Aria Digital, j'ai vraiment plaisir à vous recevoir pour ce nouveau webinar qui aura lieu d'un sujet assez intéressant, assez atypique ce soir. Je laisserai Maxime le présenter. Juste en quelques mots pour pas monopoliser la parole et puis la vedette aux deux protagonistes du jour. Euh, Notez juste la petite date qui est en bas de la diapo d'introduction, qui est la date des prochaines rencontres ARIA qui auront lieu à Lyon du 3 au 5 octobre 2024. Donc l'événement se rapproche, hein, il aura lieu à la sortie de l'été quasiment. Où on aura cette année quand même un certain nombre d'innovations, que ce soit dans notre programme scientifique, avec l'ouverture au congrès pour les assistantes dentaires, l'arrivée de travaux pratiques sur le salon, et aussi une belle et grande journée dédiée à l'intelligence artificielle, avec des présentations diverses et variées, des échanges autour de ce sujet qui est pleinement d'actualité. N'hésitez pas à vous rendre directement sur notre site internet pour vous inscrire, où vous trouverez tous les liens d'inscription nécessaires. Et, euh, et voilà. Et puis, si vous avez des questions, on se tient à notre disposition, hein, à votre disposition, tous les membres du comité, que ce soit Maxime, que ce soit moi, que ce soit Jean-Pierre qui est ici présent, pour vous aiguiller et répondre à vos interrogations. Voilà. Maxime, tu me rajouteras des choses si j'en oublie, mais je crois pas. Je vais te laisser la parole peut-être pour présenter Pierre et puis le sujet de sa conversation, de sa conférence, pardon, ce soir. Pierre, merci beaucoup d'être là et je passe le relais à Maxime pour la suite. Merci à tous et bonne soirée. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Effectivement, Pierre, on est vraiment très heureux de t'avoir. Donc, Pierre, pour te présenter, tu es assistant clinique en pério-implanto à l'université de K11. Tu es également doctorant, un prolifique doctorant sur la question de l'imagerie crânio-faciale et l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du laboratoire l'OMFS IMPAS, qui s'intéresse vraiment à l'utilisation de l'imagerie pour proposer des solutions innovantes. Et c'est comme ça notamment qu'on s'est connus quand on a commencé à travailler ensemble avec toi et Raphaël et qu'on s'est retrouvés ensuite dans le groupe de l'ITU WHO qu'on essaye de faire vivre avec de nombreuses publications sur le sujet. Pour faire simple, en gros, ta spécialité, c'est l'utilisation des logiciels d'imagerie pour planifier et aider le praticien au moment de passer en clinique pour vraiment anticiper des complexités anatomiques, pour prévoir des sites d'implantation. C'est vraiment d'exploiter finalement cet objet d'imagerie qui est à côté de nous et qu'on utilise probablement qu'à 15 ou 20% de ses possibilités, alors qu'avec un bon logiciel, avec un peu d'aide de l'intelligence artificielle, ben, il y a moyen de faire des belles choses. Donc, je crois que c'est un peu ce que tu vas nous démontrer ce soir avec l'utilisation, enfin le cas d'étude qui est l'autotransplantation, qui est vraiment une vraie expertise que vous avez à Louvain et à Leuven, et du coup que tu vas illustrer finalement avec un cas clinique, je crois. Donc, je te laisse les clés du webinaire ARIA. Encore une fois, merci de venir partager tout ça parce que c'est vraiment une expertise qui est très pointue et je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de chance que tu prennes du temps ce soir pour nous partager tout ça. Et à tout à l'heure pour les questions parce que j'en ai déjà plein. Merci beaucoup Maxime. Merci premièrement pour l'invitation. Merci à toute l'équipe d'Aria, à Benjamin. Euh, et bonsoir à tous. Merci d'avoir pris du temps ce soir aussi pour être présent. Comme Maxime l'a déjà dit, aujourd'hui, on va discuter ensemble euh, d'un webinaire qui, j'espère, ouvrira les yeux à un nombre d'entre vous sur l'autotransplantation. Une procédure certes ni contemporaine, mais dont la digitalisation a totalement transformé et revisité. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Laoud, je suis assistant clinique en parodontologie et implantologie à la KU Leuven. Et Leuven, c'est, comme Maxime vient de le souligner, c'est un centre où l'autotransplantation se pratique, voilà déjà des années, de manière assez fréquente. Pourquoi?
Eh bien, parce que l'autotransplantation dentaire, qui est une procédure impliquant l'extraction et la réimplantation d'une dent chez le même individu, permet généralement de remplacer une dent manquante ou non restaurable chez une catégorie de patients où les opportunités et les options restauratives sont assez limitées. On parle alors de jeunes patients ayant souvent moins de 18 ans, suite à des traumas, des agénésies ou à des problèmes de développement congénital dentinogène. Est-ce que la transplantation est une technique contemporaine? Loin de là. Et comme nombre d'entre vous le savent, l'autotransplantation est décrite dans la littérature depuis plus de 2000 ans et a été pratiquée en Égypte ancienne pour résoudre le problème de l'édentation. Et je vois déjà quelqu'un me demander, mais Pierre, si cette technique est tellement bien établie, comment se fait-il que 99% des praticiens ne l'utilisent pas? Eh bien, c'est simple. Le succès de l'autotransplantation, comme nous allons le voir tout de suite, réside en une bonne préparation préopératoire et une minutieuse manipulation péropératoire. Deux aspects que je vois à caractère récidif, où une erreur dans l'une ou l'autre pourrait drastiquement influencer le taux de réussite de la procédure. Chose qui a bien évidemment poussé nombre de praticiens vers des solutions vues comme plus simples et ou plus prédictibles, comme les implants dentaires. Pourquoi cette transition? Eh bien, cela se résume en deux points principaux. Premièrement, une bonne autotransplantation signifie une extraction atraumatique de la dent d'honneur pour préserver autant que possible l'intégrité du ligament parodontal qui va par la suite aider à maintenir sa fonction biomécanique cruciale au niveau du site receveur. Deuxièmement, une bonne préparation du site receveur qui doit pouvoir contenir la dent transplantée sans causer de trauma mécanique, par exemple par la présence de pics osseux et ou de trauma occlusal, lors de cicatrisation dento-alvéolaire. En d'autres termes, une préparation conventionnelle, comme le faisaient nos ancêtres, avec un contre-angle sans guidage, se traduit par un temps opératoire plus long et une procédure relativement imprévisible. Et donc, chercheurs et praticiens se sont penchés sur cette problématique depuis voilà plus de 15 ans pour essayer de décoder ce lien entre succès et échec des transplantations. En d'autres termes, comment contrer ces facteurs de risque qu'on vient de voir et qui pourraient être à l'origine d'échecs avec la transplantation. Heureusement pour nous, cette problématique a vu des solutions et des possibilités s'ouvrir avec l'avènement de la digitalisation. Par exemple, avec le CBCT, on a pu commencer à créer des modèles digitaux répliquant l'anatomie du patient pour simuler et planifier notre chirurgie. Et un aspect essentiel de cette planification est la segmentation de la dent à transplanter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut désormais imprimer par moyen 4CAM la dent qu'on veut transplanter et l'utiliser comme guide pour la préparation du site receveur. Si cela semble jusque-là un peu abstrait, appliquons ce qu'on vient de voir à un cas clinique pour clarifier les choses. Prenons ensemble le cas de Milo, un jeune garçon de 12 ans qui a été référé du département d'orthodontie pour résoudre le problème suivant. Milo avait une classe 2 d'angle avec une agénésie du prémolaire au niveau du côté gauche de la mandibule. Deux options ont alors été suggérées par nos collègues du département d'orthodontie. Option 1 a été l'extraction des deux prémolaires supérieurs avec la molaire de lait inférieure et la fermeture des diastèmes. Or, cette option présente le risque d'une asymétrie post-traitement entre l'arcade supérieure et l'arcade inférieure. Et donc, la deuxième option fut l'extraction des deux prémolaires supérieurs et l'utilisation d'une de ces deux-là pour la transplanter au lieu de la prémolaire, de la molaire de lait dans l'arcade inférieure. Et vu que cette option signifie un temps de traitement orthodontique plus court pour le patient, avec une meilleure symétrie entre les deux arcades, Milo et ses parents furent d'accord pour procéder à la transplantation de l'une de ces deux prémolaires vers la mandibule. On peut donc voir ici
les photos cliniques occlusales de l'arcade du haut et celle du bas. Et on va pouvoir répliquer cette situation avec notre simulation préopératoire. Une simulation qui nous permet, sur base du CBCT, non seulement d'obtenir une modélisation 3D de la globalité de notre maxillaire, mais également une segmentation à part pour là ou les entités qui nous intéressent le plus. Dans ce cas-là, la dent d'honneur, qui est la prémolaire supérieure droite. On peut donc obtenir de notre radiographie, donc de notre scan CBCT, un objet qui est une réplique exacte de la dent d'honneur, prête à être transplantée, prête à être imprimée et utilisée dans notre chirurgie. Et donc, notre planification digitale ne s'arrête pas là. Parce qu'en effet, on peut maintenant utiliser notre réplique virtuelle de la dent d'honneur pour simuler virtuellement la chirurgie en 3D et évaluer, comme on le fait pour un implant dentaire, l'emplacement idéal de notre transplant en fonction des structures anatomiques adjacentes et de l'os alvéolaire disponible. De nouveau, notre outil le plus crucial dans cette procédure et dans cette planification sera notre réplique 3D qu'on peut alors utiliser et positionner de manière idéale où l'on voudrait placer notre transplant. On peut dès lors ou nous dire, voilà, pour moi, la chirurgie est possible, je sais grâce à ma planification l'emplacement idéal de mon transplant, où il doit être positionné, ses dimensions et sa profondeur, ou on peut prendre notre planification encore à un niveau supérieur et plus prédictible en utilisant notre planification dans des coordonnées dimensionnelles idéales euh, qui nous donnent bien évidemment un avantage vis-à-vis de la procédure conventionnelle en termes de prédictabilité. Mais ce n'est pas l'avantage unique de la digitalisation parce qu'on peut en effet utiliser notre planification pour simuler, dépendamment des dimensions du transplant, le forage optimal à l'aide de fraises de forage utilisées par exemple en implantologie. Et créer un guide chirurgical qui nous permet de positionner de manière optimale notre transplant. Et cela nous permet d'anticiper et de planifier les dimensions optimales des fraises de forage à utiliser pour le site receveur de notre transplant. Et donc de sélecter les fraises qui nous permettront de préserver autant que possible les dimensions osseuses adjacentes au site receveur sans pour autant induire de trauma mécanique à notre élément transplanté. En pratique, on pourra donc nous assurer digitalement que notre forage respectera l'anatomie du site receveur et donc nous pourrons dès lors procéder à la confection d'un guide chirurgical, cette fois-ci pour le forage, en prenant en compte en même temps l'axe vestibulaire et lingual de notre dent à transplanter. Dès que cela est prêt, on peut procéder alors à notre acte chirurgical. Et on va commencer par un traitement endodontique du transplant, vu que dans ce cas-là, l'apexification chez Milo est déjà terminée. Puis, on pourra procéder à imprimer notre réplique 3D du transplant et les guides chirurgicaux nécessaires. La chirurgie peut alors commencer. Premièrement, suite à une anesthésie adéquate, on procède tout d'abord à l'extraction de la dent de lait mandibulaire. Une fois la dent extraite, on s'assure bien évidemment de l'absence de tissu de granulation dans l'alvéole et de l'intégrité des parois osseuses vestibulaires et linguales. Ensuite, on pourra essayer notre guide chirurgical de forage qui, pour rappel, est destiné à aider à préparer les parois vestibulaires et linguales. On procède alors au forage de nos deux parois, comme déjà dit, puis on peut commencer à travailler avec notre deuxième guide. Pourquoi utiliser ce guide? Eh bien, personnellement, j'utilise ce guide pour deux fonctions précises. La première, c'est pour la préparation centrale de mon site receveur
qui n'est bien sûr pas possible avec le guide précédent. Et la deuxième, pour m'assurer que ma réplique 3D se positionne idéalement dans le site receveur. Et donc, on peut, avec ce modèle de guide chirurgical, le positionner et finaliser la préparation de notre alvéole. On s'assure à la fin que notre réplique se positionne passivement dans le site receveur avant de passer à l'étape finale. Pour rappel, le temps chirurgical jusque-là a été 1. Le forage vestibulaire et lingual à l'aide du guide chirurgical de forage, puis la finalisation de la préparation de l'alvéole avec le second guide. Dès lors, la réplique 3D nous dictera très simplement si le forage est suffisant, et si c'est le cas, on pourra alors automatiquement extraire la dent d'honneur, qui est dans ce cas-là la prémolaire maxillaire supérieure. On observe ici le ligament parodontal qu'on a pu préserver avec une bonne extraction atraumatique. Et cette dent sera directement placée dans son nouveau site receveur. Un point de suture pourra alors délicatement stabiliser le transplant tout en maintenant la physiologie biomécanique de cette dent-ci. On voit aussi à droite une radiographie périapicale prise directement après chirurgie, une chirurgie qui va durer dans ce cas-là 15 à 30 minutes avec ce guidage qu'on a grâce aux techniques de digitalisation. Je vous montre alors les photos cliniques prises 2 semaines après chirurgie, où l'on voit une bonne cicatrisation gingivale autour du transplant. Et on contrôle à ce moment l'occlusion pour nous assurer de l'absence de trauma occlusaux pendant cette période initiale de cicatrisation post-op. Maintenant, 6 semaines après chirurgie, on observe toujours une cicatrisation stable, l'absence de mobilité du transplant, et donc on a pu à ce moment-là extraire la deuxième prémolaire supérieure qu'on avait gardée dans ce cas-là comme backup en cas, si nécessaire, pour la transplantation. Et le patient peut dès lors commencer avec son traitement orthodontique. Autre point important à noter est que déjà 7 semaines après chirurgie, on a une absence totale de poches parodontales profondes qui vont dans ce cas-là maximum à 3 mm, ce qui témoigne de la rapidité de la cicatrisation biologique entre le transplant et les tissus du site receveur. Encore plus impressionnant est que cette cicatrisation rapide ne concerne pas uniquement les tissus gingivaux, mais comme on peut le voir ici sur ces 3 radiographies, prises la première en post-op, la deuxième 3 mois après transplantation et la troisième 9 mois après chirurgie, que la cicatrisation osseuse suit le même rythme et montre également la préservation du ligament parodontal avec, et très important, possibilité de mouvements orthodontiques post-opératoires sur le transplant. On a vu au début de la présentation que la transplantation a perdu au fil des années de sa popularité. Et c'est probablement dû au fait que c'était une chirurgie qui était assez complexe et non prédictible. Or, désormais, on voit que l'exécution de chirurgie transplantaire suite à une bonne planification résulte en une chirurgie avec un temps opératoire réduit et une prédictabilité élevée avec un pourcentage de survie et de succès de la procédure. Plus concrètement, la littérature montre un taux de survie de 85% après 10 ans de transplantation, qui est en fait comparable au temps de survie d'implant dentaire qui, on sait, d'après les grandes organisations comme la Société de parodontologie européenne et d'osséo-intégration, que les taux de survie d'un plan dentaire après 10 ans est aux alentours de 90%. Donc, un taux comparable pour la transplantation comme pour les implants dentaires. Et comme nous l'avons déjà souligné aussi au début de la présentation, cette solution qui est la transplantation
vient en aide à une population à qui les implants sont contre-indiqués. Un exemple concret est par exemple un individu ou un adolescent de 13 ans suite à un trauma dentaire au niveau d'une dent centrale maxillaire. Pour ce patient, une transplantation peut facilement résoudre son problème fonctionnel et esthétique tout en maintenant le niveau osseux. Chose très importante jusqu'à ce que ce jeune patient soit prêt pour recevoir un implant dentaire. Parce que l'on sait que pour les autres solutions restauratives qu'on a jusqu'à ce jour, l'os alvéolaire, s'il n'est pas stimulé, va se résorber. Et donc, en 10 ans de temps entre un trauma et l'extraction d'une dent et la pose d'un plan chez un tel patient qui aura 23 ans, on observera sans solution comme par exemple la transplantation une grande résorption alvéolaire. Et donc, plein de procédures sont nécessaires comme des augmentations osseuses pour venir en aide à ce manque d'os. Et donc, toutes ces avancées que l'on vient de voir, qui ont transformé et revisité ce domaine de l'autotransplantation dentaire, sont soutenues par nombre de recherches et d'études cliniques. Et l'un des projets qu'on a commencé, et comme Maxime l'a déjà souligné, et qu'on a déjà partiellement publié avec nos collègues de Lyon, porte sur l'étude à base de modèles patients spécifiques, tridimensionnels virtuels, les changements qui se passent au niveau des transplants en post-opératif. L'imagerie médicale, avec l'aide de l'intelligence artificielle, nous permet donc de segmenter ces structures dentaires et maxillofaciales et de suivre l'évolution de ces transplants en fonction du temps. Non seulement ça, mais on peut également créer des répliques et des avatars virtuels patients spécifiques avec l'aide de l'intelligence artificielle qui va nous aider à accélérer et à faciliter cette génération de modèles et de simuler ces transplantations. Pour la suite, on peut étudier l'influence de la biomécanique sur le remodelage et le remodèlement dento-alvéolaire et sur d'éventuels et étudier et essayer d'analyser d'éventuels facteurs de risque ou de succès qui pourraient influencer les résultats des transplantations. Et donc, nous avons la chance de pratiquer notre discipline dans une ère où la quantité d'informations que l'on peut obtenir est énorme. Et donc, on utilise en effet jusqu'à présent, je pense, 10 à 15% du potentiel qu'on a jusqu'à ce jour. Et la qualité de scan radiographique que l'on peut désormais obtenir avec des doses de radiation qui sont relativement réduites est également impressionnante et nous permet désormais d'obtenir, avec l'aide de l'intelligence artificielle, en quelques secondes, un modèle exact, virtuel, un avatar de notre patient, et de l'utiliser pour planifier et simuler nos chirurgies. On peut alors obtenir une réplique exacte de toutes les structures anatomiques aptes à être utilisées, soit virtuellement, soit physiquement, pour toute chirurgie telle que l'autotransplantation. Et je pense que ces progrès et innovations ne s'arrêteront pas là et nous ouvrent, en tant que praticiens et chercheurs, des possibilités illimitées pour perfectionner nos procédures chirurgie et chirurgie. Pour Oui, conclure, monsieur. j'espère vous laisser ce soir Non, avec trois non, non. messages principaux. 1. Que l'autotransplantation est une technique qu'il faut envisager dans nos plans de traitement, surtout chez nos jeunes patients, suite par exemple à des traumas. Deuxièmement, que l'usage des techniques contemporaines d'imagerie médicale permettent d'exécuter une chirurgie plus prédictible avec un temps chirurgical réduit. Et troisièmement, que l'intelligence artificielle promet désormais d'automatiser une partie importante de la planification pour ainsi nous aider à optimiser notre temps pré, per et post-opératoire et d'offrir de nouvelles dimensions inexplorées à nos procédures. Avec cela, je vous remercie tous de votre présence et je reste disponible pour d'éventuelles questions. Super, merci beaucoup Pierre, hein. C'était parfait, c'était une belle illustration de tous les outils que tu as à ta disposition. Alors j'ai quelques questions, mais je vais essayer de les garder. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans les personnes connectées?
vois que Raphaël nous a rejoint. Oui, moi j'en ai une. Parfait. On t'écoute. J'ai j'avais, je suis en retraite depuis un certain temps, une certaine expérience de transplantation, non pas pour les avoir exécutés, mais pour les avoir fait faire par un praticien de Chambéry, puisque j'étais installé à Chambéry. Nous étions un cabinet de 4 praticiens et en tant qu'orthodontiste, effectivement, c'est là que se trouve le maximum d'indications, cas d'agénésie, d'asymétrie, etc. C'est très courant. Je voulais poser la question de savoir pourquoi vous faisiez un traitement canalaire, sachant que à l'époque, et je parle d'une époque que c'était la première qui était faite au cabinet de dater de 81, mais c'est surtout peut-être 94, 95, etc., qu'on en a fait à 3 ou 4 praticiens, une vingtaine, et avec un succès, je dirais, un échec sur à peu près une vingtaine ou 25, je ne sais plus. À l'époque, le praticien qui pratiquait ces transplantations, Atanasi, docteur Atanasi, ne traitait pas les canaux. Il choisissait le moment lui-même pour extraire la dent à transplanter, à peu près aux 2 tiers de la racine ou aux 3 quarts de la racine. Et on a eu, avec un suivi des radiographiques simples, pas des CBCT, des radios classiques, des rétroalvéolaires, euh, la surprise de voir la dent, la racine continuer à s'édifier. Et donc, suivre le traitement d'orthodontie avec des racines plus longues, un petit peu plus longues que si on interrompait le traitement, si on faisait le traitement canalaire. Donc, je voulais demander pourquoi ce traitement canalaire semble-t-il, systématique, alors que je dois dire que je pense que sur 25 transplantations, on a dû avoir un échec. Oui, merci de votre question. Peut-être ça n'a pas été clair, ce n'est pas systématique qu'on fait les traitements canalaires. D'accord. Donc, normalement, et surtout quand la dent, quand l'apexification n'est pas encore terminée, on ne fait pas de traitement canalaire. Et donc, le traitement canalaire, on le fait uniquement dans le cas où l'apexification est terminée. D'accord. Et vous avez à 100% raison, on a déjà observé parce que la transplantation se pratique chez nous chez 2 populations différentes. La première population, c'est chez les enfants, suite à par exemple des traumas, des agénésies, où c'est majoritairement des dents où l'apexification n'est pas encore complète. Dans ces cas-là, on ne fait pas de traitement canalaire et on remarque exactement qu'il y a une apexification qui se produit suite à la transplantation. Et c'est ce qu'on est en train aussi d'étudier avec nos collègues de Lyon, donc avec le docteur Richard et avec Maxime aussi, d'étudier est-ce qu'on peut, en fait, le lien entre la biomécanique et ces édifications radiculaires qui se passent après transplantation. Le deuxième cas de figure, c'est chez des patients adultes. Ce que je n'ai pas présenté aujourd'hui, c'est par exemple suite à une carie très profonde, par exemple une molaire du haut ou du bas qui est perdue, où on peut utiliser encore les dents de sagesse et les transplanter. Dans ces cas-là, l'apexification est terminée, on fait un traitement radiculaire parce que dans ces cas-là, exactement, on n'aura plus d'apexification au-delà de ça et pour réduire le problème d'infection ou périapicale, donc surtout dû donc à la pulpe qui va se nécroser en post-op. OK. Alors, je voudrais faire une remarque aussi, c'est très intéressant, dans la mesure où ça permet d'offrir cette possibilité à des praticiens avec beaucoup plus de sécurité et d'assurance. À l'époque, on avait un seul praticien qui nous faisait ce genre de chirurgie. Et lorsque on est allés tous les deux en fac de Bordeaux pour présenter ce genre de choses, je sais que ça n'a été suivi par ça n'a eu aucun effet. On a fait une journée je ne sais plus le nom de la chef de service Boileau, voilà. Marie, je ne sais plus quoi, Boileau. Et je sais que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de suite à l'exposé qui avait été fait.
parce que ça paraissait extrêmement dépendant de la technique du praticien qui faisait la chirurgie. Donc, je Oui, trouve que c'est bien d'offrir cette possibilité à beaucoup plus de monde. exactement, exactement. Et c'est ce qu'on essaie un peu de standardiser, que la transplantation, et je pense, vous avez à 100% raison, c'est une procédure qui n'est pas assez pratiquée parce que c'est vu comme une procédure qui est vraiment dépendante de la chirurgie. Et donc, une procédure qui est déjà complexe, à comparer avec un implant où c'est un protocole que tout le monde va suivre plus ou moins de la même façon. La transplantation, ce n'est pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer, avec la digitalisation, de créer des outils qui permettront aux praticiens eux-mêmes, de manière prévisible, de manière simple ou relativement simple, de pratiquer cette, cette option de remplacement de dents qui offre à une grande partie de la population qui n'a pas d'autre solution, vraiment une option, comme vous l'avez dit, qui a des chances de succès qui sont assez élevées, parce que je pense maintenant, même avec les implants, on a des périimplantites plus qu'un cas sur 20 qui surviennent. Et donc, on est en train d'essayer, donc avec ces nouvelles techniques, d'offrir, de simplifier la procédure et d'augmenter sa prédictabilité. Merci. Merci du coup pour la question. J'en ai une autre dans le chat qui est l'endocanalaire de la dent implantée est-elle faite en amont de l'intervention? Donc, aussi pour l'endo, c'est quand l'endo est recommandé, ça peut être fait avant transplantation, ça peut être fait après la transplantation. On choisit généralement, quand l'endo est indiqué, de faire l'endo on préfère la faire avant la chirurgie. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on veut isoler la dent, donc ça doit être fait relativement dans des délais un peu courts pour éviter tout risque de contamination ou d'autres problèmes. Et donc, avant transplantation, la dent est encore stable. Si on transplante la dent, on a durant les premières 2 semaines encore un peu de mobilité physiologique. Je dirais une mobilité qui est inférieure à 2 mm ou 1 millimètre en fait dans l'axe 3D de la dent. Et donc, on préfère qu'il y ait le minimum de trauma ou de manipulation avec la dent durant la période de cicatrisation. Et c'est pour cela qu'on préfère faire l'endo avant. Alors, j'en profite aussi en attendant qu'une autre question nous arrive. Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à lever la main ou à la mettre dans le chat ou à réouvrir son micro. Ah, il y a une question justement. Bonjour, Bonjour. bonjour, docteur Watik de Montréal et Ottawa au Canada. Donc, content d'être à cette présentation, c'est très intéressant. J'utilise une technique similaire à ce que vous avez présenté et en fait, je recherche votre expertise pour collaborer dans une collaboration visant à faire la première autotransplantation robotisée. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, on a le robot Yomi de Neosys Ouais, pour les qui est implants. fait pour l'implant, mais j'ai eu des discussions préliminaires avec la société pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire à ce robot une préparation en se basant sur un modèle de dent voilà, donc une racine de dent qui n'est pas donc un cylindre d'implant. Donc, si vous voulez, on pourra en parler un peu plus si vous êtes d'accord. Je pense que c'est très intéressant et c'est pas ce que la société avait imaginé, mais en tout cas, il discute avec moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, premièrement, pour cette belle initiative. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je pense donc, comme ça a déjà été signalé maintenant et avant, que l'autotransplantation, c'est vraiment le grand problème, c'est compliqué. Je pense que c'est très intéressant du point de vue que, exactement, le robot maintenant est utilisé en implantologie, qui est déjà quelque chose de plus simple à performer. D'où je pense que c'est un peu controversiel si on a encore vraiment besoin de cette précision pour l'implantologie, mais je pense que c'est vraiment très intéressant pour l'autotransplantation
qui est un peu plus compliqué chirurgicalement et dont je pense la robotisation pourrait être quelque chose qui peut vraiment révolutionner. Donc, je vous remercie vraiment pour cette belle idée et initiative. J'avais jamais imaginé avec un webinaire ARIA qu'on créerait des collaborations scientifiques, mais Ouais. ça fait plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais en profiter le temps que les dernières questions, les dernières fulgurances pour cette fin de journée puissent venir de tout le monde. J'avais une question, moi, sur la conception du guide. Quel logiciel tu utilises et pourquoi? Ouais, donc pour l'instant, ce que j'utilise, c'est des logiciels. J'utilise deux logiciels qui sont de Materialize, qui sont Threematic et Mimix. Je les utilise parce que c'est des logiciels qui ont beaucoup de capacités. C'est des logiciels qui sont basés sur l'imagerie. Certes, ce ne sont pas les logiciels les plus faciles à utiliser, mais c'est des logiciels qui ont avec lesquels on peut vraiment avoir beaucoup de précision dans notre travail. Mais je pense que euh, nombre de ces étapes qui sont maintenant que je peux faire dans ces logiciels qui sont assez, on va dire, assez compliqués, pourront dans le futur être automatisés par l'intelligence artificielle. C'est comme déjà dans les logiciels d'implantologie où c'est automatisé quand on finalise une préparation ou une simulation implantaire où on peut directement obtenir le guide qu'on peut nous-mêmes imprimer. Je pense que ça pourrait être le même principe aussi en transplantation où après planification, on pourrait obtenir ces guides-là à l'aide d'intelligence artificielle. Je rebondis sur les questions des guides. Euh, quel type de paramètres tu choisis et quel type de confort opératoire tu décides au moment de concevoir ton guide? Ma question est, est-ce que tu préfères un guide plutôt en résistance à l'insertion pour stabiliser ton geste opératoire ou est-ce que tu préfères un guide plutôt passif pour pouvoir s'insérer à fond? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous partager la recette ou l'espacement que tu choisis entre la dent et le guide pour obtenir un emboîtement idéal? Oui. Donc, j'utilise donc le modèle, on va dire, à partir du scan intraoral. Je fais normalement une tolérance de 0,3 mm. À partir de ce taux-là, normalement 0,3 à 0,5 mm, ça permet de contrer les concavités dans notre modèle et ça permet de donner une précision qui est, qui est, qui est assez bonne ou bonne pour un acte chirurgical sans pour autant, sans pour autant induire que ce soit un modèle qui ait par exemple des concavités ou des problèmes d'insertion. Pourquoi ces paramètres-là? Parce que c'est des paramètres qu'on a déjà discuté donc avec la compagnie Materialize, qui est en fait une compagnie qui offre un logiciel pour planification normalement en chirurgie orthopédique et chirurgie médicale, qui ont également une partie de leur logiciel qui est approuvée pour utilisation clinique. Et donc, en orthopédie et pour nous, ces paramètres peuvent être les mêmes et c'est des paramètres qui varient, donc, comme déjà dit, entre 0,3 et 0,5 mm. Et j'en profite puisque je vois toujours pas de main levée, de questions de dernière minute. Et ça, c'est pas ma question, mais c'est une question un point qu'on m'a fait remonter la dernière fois sur des cas d'autotransplantation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir trop patienté entre ton moment d'acquisition du CBCT et ta segmentation et ta planification, et que la dent avait continué son développement et avoir un décalage au moment de l'implantation? Je sais pas si elle avait continué son... Je ne sais pas dans quelle Avec, mesure, mais est-ce que justement, tu as déjà rencontré ce cas-là et justement, est-ce que ça euh, implique chez vous peut-être un point de limite de temps entre l'acquisition du CBCT et la chirurgie opératoire? oui, donc normalement, c'est maintenant assez standardisé que on attend maximum, donc on fait entre le scan CBCT et l'acte opératoire, c'est un maximum de 3 mois. C'est le temps requis
pour planifier la chirurgie, parce que normalement, c'est souvent des patients qui sont très jeunes et nombre de patients peuvent être, par exemple, traités sous anesthésie générale. Et donc, normalement, pour la planification, un temps réaliste, c'est de 3 mois. Et donc, les modifications qu'on voit sont assez minimes, pas pour influencer des changements énormes de la planification. Encore un point très important que j'ai peut-être pas souligné durant la présentation, les répliques qu'on imprime, on imprime toujours aussi deux répliques. On imprime une qui est exactement les dimensions de la dent du CBCT et on imprime encore une qui va être augmentée de 0,2 à 0,25 mm pour prendre en considération les dimensions du ligament parodontal autour de la dent. Parce on veut essayer de ne pas traumatiser ou créer des compressions sur le ligament parodontal suite à la transplantation. Et donc, ces changements en temps que permettent en fait de prendre en considération ces paramètres d'apexification, je pense, qui sont assez limités durant les 12 semaines après le scan. Mais généralement, on essaie vraiment d'avoir le scan dernière minute avant la chirurgie pour la planification. Super. On a une question d'Aurélie. Quel est le type de dent le plus implanté? Donc, en dentisterie pédiatrique, je dirais les prémolaires jusqu'à des régions centrales. Et pour les jeunes adultes, donc je dirais de 16 ans à 25 ans, on a beaucoup de dents de sagesse qui sont implantées jusqu'à des régions par exemple, des 6 ou des 7 qui sont perdues pour des problèmes de carie, par exemple. On a encore une question, vas-y. On- on- Je lève le doigt. J'ai remarqué que il y avait une différence dans la chirurgie euh, qui était faite par notre praticien au Davier, comme vous, je pense, sans syndesmotome, et en préservant une collerette gingivale et le sulcus, donc, de la dent à transplanter. C'est livré à votre réflexion. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Avant d'extraire la dent à transplanter, il faisait un petit découpage au bistouri pour conserver une petite collerette de gencive au niveau du sulcus, pour transplanter la dent avec son ligament, si possible, enfin, intact, évidemment, et la collerette qui permettait une cicatrisation en conservant le sulcus de départ. Oui, donc je connais des gens qui font un peu ça et c'est une des manières, par exemple, si on a une récession au début, donc si on remarque que la dent à transplanter, la dent adjacente, euh, donc la gencive se trouve à un niveau un peu plus bas, on peut également prendre un petit morceau de la gencive de la dent à transplanter et on peut suturer cette petite partie de gencive donc au niveau du nouvel emplacement pour essayer donc comme de couvrir une récession. Donc pour essayer de gagner un peu plus de gencive à ce niveau-là. Alors, on a encore des questions qui arrivent. Quelle est la procédure chirurgie-extraction avec ligament? Peut-être que si tu peux repréciser comment tu fais pour préserver ton ligament au maximum. Oui, donc on utilise donc c'est une extraction qui est atraumatique de la dent, qu'on essaie le plus possible d'être atraumatique, surtout avec nos forceps pour l'extraction de la dent. Donc on essaie de ne pas causer beaucoup de pression et vraiment en un coup de retirer la dent. On a aussi, est-ce que tu as déjà entendu ou est-ce que ça a été déjà discuté la possibilité d'allotransplantation? Je ne pense Donc, je ne pense pas que ça a été déjà pratiqué. Je sais que
ce qui est parfois fait, c'est des transplantations où il retire la dent, il la préserve pendant une durée de quelques mois dans la joue du patient pour essayer de simuler les cellules souches du ligament parodontal et il la transplante par la suite. Une allotransplantation, je ne pense pas que ça a été fait pour, je pense, plutôt des questions de, de, euh, de comité d'éthique pour les autorisations, mais je pense, normalement, ça pourrait être ça pourrait être une étude à part entière, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit pratiqué, les allotransplantations. Du moins, pas en Belgique. Peut-être à certains endroits plus exotiques que d'autres dans le monde. Exactement. Euh, Est-ce que tu as connaissance de suites opératoires plus douloureuses qu'une extraction simple? Normalement, les suites opératoires pour de tels patients sont assez minimes. Donc, les douleurs ne sont pas, je ne dirais pas que c'est plus qu'une extraction normale. Donc, Et normalement, c'est des jeunes patients. J'ai rarement eu des patients dire qu'ils ont vraiment eu des douleurs en post-op après des transplantations. 2 semaines après transplantation, on a déjà la dent dans le nouveau site qui est déjà assez stable. On enlève le fil de rétention après 2 semaines et la dent est déjà assez stable. Et donc, mais les suites opératoires normalement sont assez minimes. je crois qu'on t'a quand même pas mal cuisiné en termes de questions. Et tu nous C'est as... avec plaisir. Je sais pas s'il y a une dernière question, mais sinon, sinon on va peut-être s'arrêter là pour ce webinaire. Mais j'ai trouvé il y avait un point qui était en attente d'un workshop pour mettre ça en pratique. Je pense que ça pourrait être une belle perspective à discuter avec Benjamin et pour l'ARIA, mais peut-être envisager des travaux pratiques parce que je pense que l'étape d'après, c'est maintenant que tu as donné envie, on a envie de s'entraîner pour pouvoir le mettre en place au quotidien. Donc, non, non, ça donne plein d'idées, il y a plein d'éléments en plus technologiques. Parce que bon, je t'ai pas posé de questions sur comment tu fabriquais tes guides, avec quel type de résine, mais je les garde pour ton déplacement au mois d'octobre. Et puis, s'il y a encore une dernière question, on la prend. Sinon, je pense on pourra te remercier et te libérer après ces nombreuses questions. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Raphaël, toi qui fourmilles à chaque fois de questions. Non, 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 j'avais pas de questions là comme ça. Effectivement, je me réserve pour le direct. Mais merci, merci Pierre. Ouais, je Avec pense grand plaisir. Merci, Raphaël. qu'on peut tous te remercier, je pense, pour cette belle présentation et pour le temps que tu as pris pour répondre à toutes nos questions. C'est vraiment dans la philosophie ARIA. C'est innovant, comme ça a été dit dans le chat. Et puis, c'est en s'inspirant de, d'universités et de praticiens comme toi qu'on fait bouger le monde du dentaire dans le numérique. Donc, merci de nous avoir inspirés. Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous pour cette invitation et pour cette belle discussion ensemble. Et bien donc bonne soirée à tous et puis à Bonne bientôt pour soirée à tous. un prochain Belle webinaire ARIA. soirée, à bientôt Bonne Pierre. soirée. À bientôt. Bonne soirée.